戦国さん、ロックスって。そうか。運命の事件は38年前、ゴッドバレーで起きた。もう一つは、天竜人を守ってしまったこと。名前を言って。これは、モンキー D ルフィ。神の騎士団が動き出したら、なんぼ向かってこようとも、全員、返り討ちにしちゃるがのは。おい野郎ども、船出すぞ。俺がもらっちまおう。Depuis plus de 2 décennies, l'œuvre d'Eiichiro Oda s'est construite comme une fresque monumentale, entrelacée de symboles cachés, de secrets à demi murmurés et de prophéties camouflées dans les moindres détails. Parmi toutes ces énigmes, une se détache aujourd'hui avec une urgence nouvelle, l'énigme d'Elbaf. Cette île n'est plus seulement une promesse d'aventure ou de force brute, elle devient le carrefour de tous les enjeux, un lieu où le passé oublié refait surface et où des vérités dissimulées s'apprêtent à exploser. On y évoque déjà l'implication des plus grands, Luffy, Barbe Noire, les révolutionnaires et peut-être même Akainu. L'île des géants n'est plus un simple décor, c'est la scène principale, car une impression étrange s'installe. Un frisson, presque familier, comme si l'histoire elle-même se mettait à tourner en boucle, comme si un souvenir enfoui, celui d'un affrontement effacé des archives officielles, revenait à hanter le présent. Imaginez un instant. Des entités aux idéaux opposés, des forces militaires et pirates en route vers un même lieu, des enfants capturés, un pouvoir antique à la clé et des alliances improbables prêtes à se former dans l'urgence. Ce qui se prépare à Elbaf ne ressemble pas à une simple guerre. C'est une convergence, une collision de volonté, de mémoire et d'ambition. Ce qui s'annonce n'est pas qu'un remake de God Valley, c'est peut-être le Ragnarok. C'est un point de rupture. Une répétition? Non, une réécriture. Ce n'est plus seulement une histoire de pirates, c'est l'histoire d'un monde qui vacille. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous êtes passionné par One Piece et que vous aimez explorer les théories les plus audacieuses pour découvrir la vérité, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Activez la cloche pour recevoir les notifications et laissez un commentaire. Merci à tous ceux qui prendront le temps pour tout cela. Allez, bonne vidéo. God Valley にて天竜人とその奴隷たちを守るため、そこに居合わせたガープとロジャーが手を組み、ロックス海賊団を打ち破った事件。Quelque chose d'énorme est en train de se préparer à Elbaf. Tout laisse penser qu'Oda nous guide lentement, mais inexorablement, vers un remake apocalyptique de l'incident de God Valley. Les pièces se mettent en place une à une, comme sur un échiquier, et l'atmosphère devient si dense qu'elle semble vibrer au rythme d'un cataclysme imminent. Les grandes puissances du monde de One Piece convergent à nouveau. Et si l'on observe bien, tout est là. Les chevaliers divins, ces exécuteurs d'une justice pourrie jusqu'à l'os, lancés dans un jeu morbide d'enlèvement d'enfants géants, les Mugiwara, dont l'écho héroïque rappelle avec force la légende des pirates de Roger, et Elbaf, terre des géants, devenue l'épicentre d'une chasse au trésor mythique où se dissimulent peut-être des fruits du démon légendaire, ou même le dernier roi de Poneglyph. Mais il y a plus encore, car dans les ombres de ce décor grandiose, nous voyons déjà se profiler ceux qui joueront les nouveaux rôles de cette tragédie universelle. Qui incarnera la sauvagerie des pirates de Rox? Qui prendra la place des marines? Et surtout, qui survivra à ce conflit qui pourrait bien bouleverser l'équilibre du monde? Oui, le parallèle avec God Valley devient chaque jour plus criant, mais cette fois, l'issue pourrait être radicalement différente. Car contrairement à autrefois, le monde est prêt à s'embraser, et ce conflit ne pourrait être que le prélude à la plus grande guerre et révolution de toute l'histoire de One Piece. Plongeons dans les échos entre le passé effacé de God Valley et le présent tumultueux d'Elbaf. Et explorons les possibles retournements qu'Oda pourrait y inscrire, non pas pour simplement répéter l'histoire, mais pour la réécrire, la subvertir et peut-être même l'achever. C'est précisément un détail subtil mais décisif qui a tout fait basculer. Une phrase tombée dans la toute fin du chapitre 1140. Un instant où l'on voit Shamrock se tourner vers ses hommes pour leur lancer d'un ton presque désinvolte « Faites-en un jeu ». Ces simples mots claquent dans l'air comme une sentence. Ils résonnent comme une cloche funèbre annonçant le retour d'une barbarie ancienne, masquée sous le vernis d'un divertissement cruel. Une réminiscence terrifiante de ce qu'étaient les chasses à l'homme de God Valley, où les dragons célestes, ivres de pouvoir, transformaient le supplice d'innocents en divertissement privé. Un concours immonde, motivé par le simple fait de faire souffrir. Et il est certain que beaucoup d'entre vous vont immédiatement faire le lien avec God Valley et sa sinistre chasse aux esclaves déguisée en jeu aristocratique pour le divertissement des dragons célestes. Ce que nous voyons aujourd'hui à Elbaf n'est pas un hasard.
c'est une répétition perverse, un écho cruel du passé. Alors penchons-nous un instant sur ces parallèles troublants. Certains vous ont sûrement déjà traversé l'esprit, mais pour bien saisir ce que prépare Oda, il faut disposer chaque pion sur l'échiquier comme il l'était à God Valley. Lors de l'incident de God Valley, il y avait les dragons célestes, maîtres d'un monde qu'ils considèrent comme un terrain de chasse, les chevaliers divins, gardiens zélés de leur autorité divine, des citoyens innocents, traqués comme du gibier, et des esclaves, arrachés à leur liberté et à leur humanité. Mais tout ne s'est pas déroulé selon les plans des nobles. Le véritable choc, celui qui a fait vaciller l'ordre établi, fut l'irruption des pirates de Rox, venus faire exploser cette mascarade dans un chaos total. Puis, comme pour équilibrer la balance du destin, les pirates de Roger sont entrés en scène, suivis de près par Garp et ses marines, formant une alliance imprévisible, presque contre nature, mais nécessaire pour arrêter les Rox. Mais il manque encore une pièce centrale, car au cœur de ce massacre se trouvait un trésor légendaire, mis en jeu comme une récompense pour les bourreaux, un prix d'une valeur si grande qu'il a attiré les pires et les meilleurs du monde. Donc si l'on résume, on a une île reculée, des entités au pouvoir démesuré, un jeu sordide et un trésor convoité par tous. Arrivé là, le décor d'Elbaf commence à ressembler dangereusement à celui de God Valley. Et si les noms ont changé, certains visages, eux, sont revenus sur scène. Peut-être l'avez-vous oublié, mais Kuma était présent à God Valley. Certes, il n'a encore rien accompli de majeur à Elbaf, mais il est là. Il y a aussi Scopper Gaban, ancien bras gauche de Roger, figure discrète mais redoutable qui était au cœur de la bataille de God Valley. Et surtout, il sait ce que nous ignorons. Il détient les réponses aux grandes questions que nous portons depuis des années. Que s'est-il réellement passé à God Valley? Comment les pirates de Roger et les marines ont-ils triomphé du plus puissant équipage jamais formé? Et surtout, comment une île entière a-t-elle pu littéralement être effacée de l'histoire? Donc peut-être que si les événements d'Elbaf suivent réellement la trame de God Valley, l'auteur racontera ce qu'il s'y est passé via Scopper Gaban dans un flashback. Cela dit, à en croire le chapitre 1040, Scopper Gaban semblait déterminé à rester à l'écart. Pourtant, cette neutralité fut de courte durée, comme on l'a vu dans le chapitre 1044. Et les signes ne trompent pas, son fils, Colon, s'apprête à se retrouver au cœur même du conflit qui s'annonce. Et si son fils devient l'un des enjeux majeurs de cette guerre, il est sûr que Gaban ne restera pas silencieux. Mais revenons à l'essentiel. Si nous avons longuement évoqué les figures du passé, ce qui importe désormais, c'est de comprendre qui les remplacera dans cette nouvelle version du drame. Car à Elbaf, les rôles se redistribuent et les vérités se dévoilent. Les chevaliers divins sont là, bien présents. Et leur présence suffit à faire planer une ombre étouffante sur le récit. Pourtant, difficile de ne pas ressentir une forme de frustration face au départ de Shamrock. Son absence prive l'intrigue d'un affrontement potentiel avec Luffy qui aurait pu être aussi tendu que symbolique. Il avait tout du successeur logique de Garling, et l'idée qu'il puisse revenir plus tard, une fois les autres chevaliers vaincus, reste plausible. Après, il se peut que ce soit Garling Figuereland lui-même qui finisse par entrer en scène lorsque l'équilibre des forces basculera. En face, Luffy et son équipage s'imposent naturellement comme les nouveaux porteurs de la volonté de Roger. Ce rôle leur revient presque organiquement. Ils sont là pour défendre, protéger et incarner la liberté face à la tyrannie. Et peut-être, en parallèle, remporter un trésor légendaire qui pourrait sceller le destin du monde. Leurs intentions sont claires, et leur cible aussi. Ce sont les enfants d'Elbaf qu'ils devront sauver. Shamrock l'a dit sans détour. Leur plan est de kidnapper la jeunesse pour tenir le peuple en laisse. Une stratégie aussi vile que redoutable. A ce stade, nous avons donc les dragons célestes incarnés par les chevaliers divins, le peuple pourchassé représenté par les enfants géants, et l'équipage de Luffy en écho aux pirates de Roger. Et si cela ne suffit pas encore à convaincre que nous fonçons droit vers une nouvelle bataille monumentale, alors il est temps de rappeler un autre élément fondamental de l'incident de God Valley, les récompenses promises. Car oui, ce carnage était aussi une chasse au trésor, et pas n'importe laquelle. On parle ici du fruit du dragon azur de Kaido et du fruit des pattes de Kuma, deux des plus puissants pouvoirs jamais introduits dans la série. Certains pensent même qu'un autre artefact mystérieux, subtilisé sur l'île des pirates, faisait partie du lot. En résumé, le trésor de God Valley était à la fois tangible et mythique. Des fruits du démon de légende, et peut-être un objet d'origine ancienne. Et si l'on jette un œil sur Elbaf, on retrouve une configuration très similaire à quelques nuances près. Le fruit légendaire aurait déjà été consommé par Loki. Mais si ce fruit n'est qu'une façade, alors quel est le véritable trésor que cache Elbaf? On ne sait toujours pas ce qui avait été dérobé avant God Valley. Mais ici, les soupçons sont plus clairs. Ce trésor ultime, ce n'est probablement pas une relique technologique, même si la technologie ancienne risque d'avoir un rôle important à jouer dans l'arc. Le candidat le plus évident reste le dernier Road Poneglyph, le fragment final qui ouvre la voie à Loftel, l'objet que toutes les grandes puissances recherchent et que chacun espère s'approprier. Et tout semble indiquer qu'il est gardé caché quelque part à Elbaf. Avec tout ça, le décor est quasiment complet. Les tensions, les enjeux, les protagonistes, les motivations, tout y est. Tout sauf un dernier acteur. Une présence qui plane encore dans l'ombre, les héritiers de Rox. Qui va jouer leur rôle? Qui peut incarner cette folie brute, cet appétit destructeur, ce chaos incarné?
À ce jour, un seul équivalent clair se démarque, Barbe Noire. Tous les indices, toutes les symboliques, toutes les tensions convergent vers Barbe Noire. Il est l'héritier présumé de la volonté de Rox. Son navire s'appelle le Sabre de Xebec, il s'est approprié la base de Rox sur la ruche, et certaines théories vont encore plus loin, prétendant qu'il serait sa réincarnation, son pantin, ou même le réceptacle de son âme. Crédible ou pas, ces théories traduisent une chose. Barbe Noire est prêt. Il observe, il attend, et il va frapper. Elbaf est une cible trop tentante pour qu'il l'ignore. Le dernier œuf de poneglyphe, le fruit légendaire de Loki, tout est là. Tout ce que Barbe Noire convoite. Et pourtant, il y a un paradoxe dans ce parallèle. Rox semblait être une tête brûlée qui fonçait tête baissée, un peu comme Luffy. Barbe Noire, lui, ne se bat jamais sans être sûr de la victoire. Il frappe les blessés et fuit les égaux. Il a débarqué à Marineford quand tout le monde était déjà à terre. Il s'est enfui devant Shanks, devant Rayleigh, et le seul combat qu'il a assumé pleinement, c'est celui contre l'eau, un affrontement déséquilibré et calculé. C'est pour cela que je pense qu'il ne déclenchera pas la guerre d'Elbaf. Il ne lancera pas l'assaut. Il attendra que les chevaliers divins et les Mugiwara s'épuisent dans la mêlée. Il attendra que le champ de bataille soit couvert de cendres, que les cartes soient rabattues, et alors, comme à son habitude, il surgira pour récolter les fruits du chaos. Barbe Noire ne mène pas les guerres, il les finit, et c'est précisément un des éléments qui le rend si dangereux. Et puisqu'on parle des machinations sombres, on ne sait toujours pas ce qu'il est advenu de Garp. À ce jour, Garp est toujours prisonnier des pirates de Barbe Noire. Et le plus dérangeant dans cette histoire, c'est l'indifférence des autres. Les marines ne bougent pas, le gouvernement mondial détourne le regard, et personne ne semble vouloir négocier sa libération comme l'espérait Barbe Noire. Alors si l'on suit cette logique, il serait parfaitement cohérent que Barbe Noire décide d'emmener Garp avec lui à Elbaf. Pas pour l'éliminer, pas par vengeance, mais pour l'utiliser comme une monnaie d'échange, un levier, un outil psychologique contre Luffy. Rien de plus efficace pour briser un homme que le confronter à la souffrance d'un être cher. Techniquement, dans un tel scénario, Garp deviendrait la représentation des marines à Elbaf. Mais je ne crois pas un instant que ce sera le cas, car si Garp est toujours captif, alors Barbe Noire a forcément trouvé un moyen de le neutraliser. Une simple cellule ne suffirait pas à le contenir, et des chaînes encore moins une fois ce dernier remis de ses blessures. Il aurait fallu quelque chose de bien plus radical, il se peut alors qu'Aokiji ait gelé Garp dans une forme stase cryogénique avec son Ice Time capsule. Et si Garp est ainsi neutralisé, alors il ne pourra rien faire. Il ne pourrait pas se battre, il ne pourrait pas intervenir, et il ne serait qu'un symbole silencieux, figé dans la glace du destin. Ce qui nous amène à une autre évidence. Il faudra bien que d'autres marines se manifestent. À ce stade, deux options se dessinent. L'une est logique et l'autre bien plus inattendue. Si Barbe Noire se présente à Elbaf avec Garp comme otage, alors l'apparition de Koby devient presque inévitable. C'est l'élève de Garp, son héritier moral, celui qui l'a formé, sauvé, porté. Et Koby, depuis l'île des pirates, porte en lui une culpabilité immense. Il sait que Garp s'est sacrifié pour le protéger. Il sait qu'il lui doit tout. Alors imaginez-le, brûlant de colère, prêt à rendre l'appareil, débarquer à Elbaf avec une escouade de marines à ses côtés. Non pas pour défendre les géants, pas pour sauver le monde, juste pour sauver un homme, son mentor. Et si cela devait se produire, ce serait un renversement fascinant. Un miroir inversé de l'incident de God Valley, car cette fois, ce seraient les pirates qui défendraient les innocents, tandis que les marines n'agiraient que pour un intérêt personnel. Ils ne protégeraient personne. Ils viendraient récupérer ce qu'ils considèrent comme leur bien, et cette inversion des rôles, si elle est conforme, dirait tout de l'état du monde. Elle révélerait à quel point les symboles de la justice peuvent se déformer et comment ce sont parfois les hors-la-loi qui incarnent la véritable droiture. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Une autre silhouette pourrait apparaître à Elbaf, une présence rare, écrasante, qu'on attend depuis trop longtemps, l'amiral en chef Akainu. Ce serait un tournant monumental. Trois raisons simples rendent cette hypothèse presque inévitable. La première, c'est qu'Akainu bouillonne depuis qu'il a hérité de ce titre. Chaque fois qu'on le voit, il est frustré, usé par son rôle d'administrateur. Dégoûté par sa propre immobilité. Il est devenu un homme enfermé dans ses fonctions, contraint à obéir à des ordres qu'il méprise. Et Elbaf, avec ses pirates, ses mystères, ses géants, pourrait bien être l'excuse parfaite pour redevenir ce qu'il était, un guerrier. La seconde raison tient à un détail plus ancien, plus symbolique. Beaucoup sont convaincus que l'arbre d'Adam va brûler. L'image est trop puissante, trop chargée de sens pour être ignorée. Le Ragnarok, la fin du monde par le feu qui détruit pour mieux purifier. S'il y a bien un personnage capable de faire fondre le plus ancien des arbres, de réduire une terre sacrée en cendres, c'est bien Akainu. Son magma incontrôlable, inarrêtable, est fait pour cela. Il est le bras armé de ce que la justice absolue peut produire de plus destructeur. La troisième raison, qui est la plus plausible pour laquelle Akainu pourrait intervenir personnellement à Elbaf, c'est la résurgence des informations du siècle oublié issues d'Ohara. Lui qui, au nom de la justice absolue, avait autrefois détruit le navire d'évacuation civile pour empêcher toute fuite d'érudits, découvrirait que son action n'a pas suffi.
Les connaissances ont survécu grâce à Saoro, et ce constat remettrait profondément en question son intégrité et sa mission passée. Pour Akainu, ce serait l'occasion de terminer le travail et de réparer ce qu'il percevait comme une erreur historique. Mais au-delà de son orgueil ou de son sens du devoir, la menace est réelle. Ces données, si elles tombaient entre de mauvaises mains, notamment celles des Mugiwara ou de Barbe Noire, pourraient ébranler les fondations du gouvernement mondial. Akainu comprendrait alors qu'il ne s'agit pas seulement d'un enjeu moral, mais d'une priorité stratégique. La bataille d'Elbaf deviendrait ainsi le théâtre d'une lutte pour le contrôle de la vérité. Avant d'aller plus loin, il faut revenir à un point fondamental. À God Valley, Garp s'était allié aux pirates de Roger pour vaincre les Rox. Une alliance contre nature, née des circonstances, mais rendue inévitable par l'urgence et la gravité de la menace. Aujourd'hui, à Elbaf, alors que tous les éléments semblent se réorganiser dans un miroir terrifiant du passé, la question se repose. Que feront les marines cette fois-ci? Vont-ils s'allier aux chevaliers divins? Cela paraît improbable. Trop de distance, trop de méfiance, même pour une institution aussi rigide que la marine. Mais alors, pourrait-il se ranger aux côtés de Luffy, dans un combat contre Barbe Noire et les chevaliers divins? Là encore, la réponse n'est pas simple. Pour Koby, cela semble envisageable. Lui, plus proche de Garp et de Luffy, pourrait franchir cette ligne. Son objectif serait clair. Sauver Garp coûte que coûte, et s'il doit s'allier aux Mugiwara pour y parvenir, il le fera sans hésiter. Chez lui, la justice est vivante, sensible, tournée vers les gens. C'est un soldat du peuple avant d'être un homme du système. Mais Akainu, lui, c'est une autre histoire. Imaginer une coopération avec un pirate comme Luffy semble presque inconcevable. Et pourtant, dans une situation extrême, même lui pourrait finir par accepter une alliance par pure nécessité stratégique, tout comme Garp l'avait fait avec Roger. Non par conviction, mais parce que le moment l'exigeait. Ce serait alors un geste pragmatique, froid, sans échange de mots inutiles, dicté par le poids réel plus que par un changement de cœur. Et pourtant, un frémissement existe. Malgré l'image impitoyable qu'il a laissée à Ohara ou à Marineford, Akainu a récemment laissé entrevoir une brèche. Dans sa conversation avec Kizaru à la fin d'Egghead, pour la première fois, nous avons vu un doute, un soupçon de remords, presque même une nuance d'humanité. Peut-être qu'il finira par comprendre que l'ennemi n'est pas nécessairement le pirate, mais le système qu'il sert. Mais cette évolution, si elle doit se produire, prendra du temps. Pour l'heure, tout reste suspendu. Mais en attendant, il existe une différence majeure entre les événements de God Valley et ceux qui se décident à Elbaf. Une divergence fondamentale qui pourrait tout changer. A l'origine, les intentions des dragons célestes à God Valley étaient claires dans leurs abominations. Exterminer toute la population de l'île et massacrer les esclaves simplement pour leur plaisir. Une démonstration de cruauté gratuite déguisée en jeu. Mais à Elbaf, l'objectif semble avoir évolué. Moins frontal, mais tout aussi odieux, capturer les enfants géants pour soumettre le reste du peuple. C'est une stratégie de domination à long terme. Un chantage affectif et politique. Le but a changé, certes, mais la finalité reste la même. Asseoir le pouvoir par la terreur. Et malgré cette différence de forme, il est peu probable que cela change le résultat. Tout pointe encore vers une guerre totale. Un affrontement d'une ampleur comparable à celui de God Valley. La question devient alors inévitable. Comment ce choc planétaire va-t-il se terminer? À God Valley, c'est l'alliance improbable entre Roger et les marines qui a mis fin au chaos en écrasant Rox. Mais cette fois, peut-on vraiment croire que le même schéma se reproduira? Et si oui, qui endossera le rôle du grand méchant? Barbe Noire semble l'option la plus évidente comme on l'a dit plus tôt, mais les chevaliers divins, par leur brutalité ciblée envers les innocents, sont eux aussi des candidats crédibles. Reste à savoir si les forces actuelles sont capables de les arrêter. On pourrait se demander si les 3 chevaliers divins que nous avons vus jusqu'ici représentent une menace sérieuse face aux géants ou aux Mugiwara. Honnêtement, difficile d'y croire. Dans un affrontement direct, Luffy et son équipage devraient pouvoir les vaincre assez facilement. Sauf s'ils possèdent, comme les Gorosei, une forme de régénération surnaturelle. Mais si l'on part du principe qu'ils ne disposent pas de tels pouvoirs, alors leur victoire semble peu probable. Donc si l'affrontement devient inévitable, ils appelleront du renfort. Et là, tout prend son sens. Il est évident qu'Oda utilise cet arc pour introduire pleinement les chevaliers divins, tout comme il l'a fait pour les séraphins à Egghead. Il est donc très probable que nous assistons à leur déploiement massif à Elbaf, provoquant l'escalade vers un conflit titanesque. Ce serait là l'écho parfait à Ohara, un arbre géant, une île porteuse de savoir ancien et un gouvernement mondial prêt à tout pour faire disparaître la vérité. Et c'est là qu'une autre question se pose, peut-être la plus importante de toutes. Comment cette bataille va-t-il se conclure? Si God Valley s'est terminé par la chute de Rox, il serait étonnant qu'Oda reproduise exactement le même schéma. Il y a toujours un retournement, toujours une variation. Peut-être que cette fois, c'est le Rox moderne qui gagnera. Barbe Noire pourrait surgir au dernier moment, comme à son habitude, profiter du chaos et s'emparer de ce qu'il est venu chercher. Le dernier œuf de poneglyphe ou le fruit du démon légendaire de Loki, quitte à le tuer pour l'obtenir. Quel que soit le butin, cette fois, le gouvernement mondial pourrait bien être celui qui repart perdant. Et c'est là qu'on touche au cœur de ce conflit. Ce n'est pas seulement une guerre,
c'est peut-être le début de la fin, le commencement du Ragnarok, de la révolution, de la chute d'un monde. Rox voulait renverser l'ordre mondial et en devenir le maître absolu. Il a échoué. Mais cette fois, les graines d'une véritable rébellion mondiale sont en train de germer, et un acteur majeur reste encore dans l'ombre. Ce n'est pas la Cross Guild, même s'il n'est pas impossible qu'il se manifeste. Non, c'est l'armée révolutionnaire. Elle incarne à merveille le reflet des esclaves de God Valley, ceux qui ont survécu pour se rebeller. Kuma, Ivankov, Ginny, tous devenus les visages de la résistance. Et on sait que leur objectif ultime est de faire tomber les dragons célestes. Alors oui, beaucoup s'attendaient pleinement à ce qu'ils entrent en scène, soit directement à Elbaf, soit en frappant ailleurs pendant que les chevaliers divins sont engagés au combat. Dragon l'a dit lui-même. Ils passeront à l'action dès que les chevaliers divins seraient mobilisés. Ce moment est venu, il est temps de joindre le geste à la parole. Franchement, imaginez Dragon qui entre dans la bataille, même brièvement, même à la dernière minute, comme son apparition salvatrice à Locktown serait monumentale. Mais il y a un détail que l'on oublie trop souvent. God Valley a disparu, rayé de la carte. Il est alors logique de se demander si Imu ne l'a pas anéanti avec une arme antique, comme il l'a fait pour Lulusia. Et si Elbaf devient le nouveau théâtre d'une guerre totale, Imu pourrait-il recommencer? Il veut le contrôle des géants, mais s'il n'obtient pas ce qu'il veut, serait-il prêt à effacer l'île entière de la carte? Un tel scénario forcerait les chapeaux de paille à fuir. Et ce serait le moment parfait pour que Dragon intervienne, non seulement comme un sauveur, mais aussi comme un catalyseur de la révolution. C'est une hypothèse extrême, mais pas absurde. Pourtant, au milieu de toutes ces spéculations, un regret persiste. Shamrock est reparti à la Terre Sainte. Lui qui semblait destiné à devenir l'équivalent de Garling pour cette nouvelle version de God Valley. Pourquoi Oda l'a-t-il écarté? Peut-être pour préparer un autre affrontement ou pour des raisons familiales. Shanks, ailleurs dans le monde, pourrait être la clé. Et franchement, voir Shamrock et Shanks se retrouver, s'affronter, confronter leur passé, ce serait inoubliable. Alors, à mesure que les pièces s'assemblent dans un silence assourdissant, un tableau se dessine. Plus vaste, plus complexe, plus sombre que tout ce que le monde de One Piece a connu jusque-là. Elbaf ne sera pas un simple décor. Ce sera l'épicentre d'un bouleversement global. Un nœud de destin, de secrets enfouis, de colère ancestrale et de volonté prête à se briser ou à s'élever. Les héros, les monstres et les traîtres sont déjà en mouvement. Certains avancent à visage découvert, d'autres dissimulés dans les ombres, attendant leur moment pour frapper, renverser ou sauver. Au milieu de tout cela, Oda semble écrire non pas une bataille, mais une fin de cycle. Une collision de légendes et d'idéaux où chaque action aura un poids historique. Ce qui s'annonce n'est pas un remake de God Valley, c'est son prolongement, son miroir tordu, son contre-coup. Une version plus mûre, plus grave, où les joueurs ont changé, mais où la partie n'a jamais vraiment cessé. L'histoire s'apprête à franchir un point de non-retour, et quand le rideau tombera sur Elbaf, ce ne sera pas seulement une île qui aura changé, ce sera le monde entier. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, alors merci d'être resté jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur mes comptes TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Merci à tous ceux qui le feront, et salut!